Les organisations de défense et de protection des droits des consommateurs sont montées au créneau pour dénoncer le caractère exorbitif des coûts de communication dans le pays. Elles veulent une réduction sur toutes les offres de communication que les opérateurs leur ont faites jusqu'à présent. Cette revendication a pour source la dernière enquête de satisfaction client que l'autorité de régulation ARCEP a récemment publiée. Selon les données de l'enquête, le Togo se trouve toujours être l'un des pays de la sous-région où la communication est un luxe. Ces tarifs font partie de ceux les plus élevés de la sous-région. Cette situation est due en partie aux textes réglementant la communication dans le pays. Au Togo, les opérateurs sont libres de fixer leurs tarifs selon les services proposés. L'autorité de régulation ne peut en aucun cas demander une baisse. Il revient aux consommateurs de réagir s'ils pensent que les tarifs leur sont insupportables. Ainsi, l'Association togolaise des consommateurs, la Ligue des consommateurs togolais et le mouvement Martin Luther King demandent aux opérateurs de se mettre au service des consommateurs, d'investir pour l'amélioration de la qualité des services et de revoir à la baisse le coût de la communication jugé trop élevé par l'ensemble des acteurs. En dehors de la qualité et des coûts, les consommateurs appellent aussi les opérateurs à renforcer la couverture réseau, surtout la connexion Internet, dans les zones rurales du pays. Le phénomène de l'immigration a atteint aussi le clergé catholique. Au grand séminaire Jean-Paul II de Lomé, nombreux sont ces futurs prêtres à renoncer aux études théologiques pour se livrer à l'aventure. Une situation qui inquiète le révérend père Georges Gbafa, l'un des encadreurs des séminaristes, qui s'est plaint récemment au cours d'une célébration eucharistique. Selon le père, depuis son intégration au collège des encadreurs des séminaristes, ces dernières années révèlent un phénomène qui, selon lui, dépasse son entendement. Mis à part les séminaristes qui ont été orientés, 13 autres séminaristes sont partis pour la France à travers les opportunités qu'offre Campus France. Souvent, ces séminaristes quittent sans même informer le clergé. Les encadreurs ne viennent que constater leur désertion. Pour le curé de la paroisse Sancta Maria Regina Passis, ce qui arrive aux séminaristes est une forme de tentation. Le père Bafa demande de prier pour les séminaristes puisque le grand séminaire de Lomé, qui battait le record des effectifs, se retrouve aujourd'hui avec 61 étudiants de la première à la 4e année. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, quelques 2,5 millions de Togolais vivent à travers le monde. Le départ massif des Togolais, surtout les jeunes, se fait ressentir dans tous les secteurs, même chez les futurs prêtres. Alors que le secteur du café et du cacao continue de jouer un rôle clé dans l'économie togolaise, les défis liés à la commercialisation de ces produits exigent des réponses adaptées aux réalités du marché mondial. Le ministre, délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Kosivi Unake, souligne la nécessité d'une réforme qui assure des prix de vente justes, prenant en compte les fluctuations des marchés internationaux, tout en garantissant des revenus dignes aux producteurs. Les acteurs locaux, malgré les prix actuels élevés, font face à des difficultés croissantes pour écouler leurs stocks, ce qui menace l'équilibre de la chaîne. Face à cette situation, le ministre met en avant l'importance d'un recensement des acteurs pour améliorer la traçabilité et contrer la contrebande qui affaiblit les ressources disponibles pour les producteurs légitimes. Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao, CCFCC, considère la contrebande comme un obstacle majeur à l'amélioration durable des revenus des producteurs. Le ministre appelle à des mécanismes de tarification stabilisateurs qui profitent aux acteurs locaux tout en respectant les prix indicatifs publiés toutes les 2 semaines par le CCFCC, un outil crucial pour éviter les écarts de prix. La filière souhaite, en ligne avec l'objectif 2030, devenir un modèle de performance, de création de richesses et d'emplois décents au Togo. Le café et le cacao occupent respectivement la 2e et la 3e place dans le classement des cultures d'exportation au Togo. Le poste était vacant depuis près de 2 semaines. Désormais, le Kenya a un nouveau vice-président et c'est un visage connu. Il s'agit de Kithure Kindiki, ancien ministre de l'Intérieur. Ce matin, il a prêté serment en compagnie du président William Ruto.
Il remplace Rigathi Gachagua, reconnu coupable de violations graves de la Constitution par le Sénat et récemment destitué après un feuilleton juridique. Je vais m'engager devant cette Assemblée et devant le Dieu Tout-Puissant qui est reconnu dans la Constitution à être votre serviteur. Le président kenyan nomme donc à ses côtés un fidèle parmi les fidèles. Kithure Kindiki a géré des dossiers sulfureux comme les manifestations sanglantes qui ont déchiré le Kenya il y a quelques mois. La population avait à l'époque massivement rejeté l'instauration de nouvelles taxes et les critiques s'étaient en partie portées contre l'ancien ministre de l'Intérieur pour son soutien à la police, accusé de violences excessives et disproportionnées. Aujourd'hui, son arrivée à la vice-présidence témoigne du soutien que lui porte le président William Ruto. Le professeur Kindiki est un érudit, un avocat et un fonctionnaire hautement qualifié et exceptionnel, dont la carrière a été marquée par des réalisations exemplaires qui témoignent de sa vision du changement positif et de son engagement à respecter des normes élevées d'efficacité dans l'exercice de ses fonctions. Kithure Kindiki pourrait être rapidement mis à rude épreuve. D'après plusieurs médias locaux, le gouvernement prévoirait de réintroduire certaines des hausses d'impôts impopulaires auxquelles il avait pourtant renoncé. Un projet qui risque de provoquer de nouveaux remous dans un pays où un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est une image rare et elle nous vient ce vendredi du Botswana, un président sortant qui reconnaît sa défaite aux élections générales. Je souhaite féliciter l'opposition pour sa victoire et concéder l'élection. Je suis fier des processus démocratiques et je respecte la volonté du peuple. Dès demain, ou lors de ma discussion avec le président élu, à un moment qui lui sera fixé, nous entamerons tous les travaux administratifs pour faciliter la transition et je vous assure que je ne prendrai aucune mesure pour entraver ou ralentir ce processus. À l'opposé des prédictions des analystes, le BDP, le parti au pouvoir depuis 1966 dans ce pays d'Afrique australe, va donc céder la place. Son tombeur s'appelle Duma Boko, un avocat des droits humains de 54 ans. Il a conduit sa coalition de gauche à la première place des partis à l'Assemblée nationale. Avec 32 sièges sur 61, selon des résultats provisoires, il devrait devenir le nouveau président. Duma Boko semble avoir capté l'aspiration au changement des Botswanais, en particulier la jeunesse, une population fatiguée des difficultés économiques. Le chômage atteint 38% chez les jeunes. Nous avons des problèmes avec l'emploi. Je suis assis ici au quartier et pourtant je suis diplômé, mais je n'ai pas de travail. Alors j'espère vraiment que l'avenir sera plus radieux cette fois, après ces élections. Vendredi soir, les partisans de Duma Boko sont sortis dans les rues de Gaborone, la capitale, fêtant la victoire de la coalition UDC et leurs espoirs revenus. C'est une célébration en grande pompe. Pour le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance, Alger a voulu marquer le coup. Une parade aérienne au-dessus de la baie d'Alger, un défilé grandiose de soldats et d'équipements militaires sur une des plus grandes avenues de la capitale, et même des dizaines de bâtiments de guerre dans les eaux territoriales. L'Algérie expose ses forces armées et fait passer un message à la fois symbolique mais aussi politique. La commémoration de cet anniversaire national incarnant la gloire et la fierté est l'occasion de prouver que l'Algérie a triomphé hier sur le colonialisme. L'Algérie continue en toute confiance à réaliser des victoires grâce à ses fils et filles fidèles à l'ère des justes martyrs. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'État étrangers étaient présents, ainsi que d'autres personnalités comme le chef du Front Polisario, Brahim Rali. Sa présence fait écho à l'actualité récente et à la reconnaissance officielle, il y a quelques jours par Emmanuel Macron, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, un geste qui a agacé Alger. Durant la journée, Abdelmajid Tebboune a également accordé une grâce présidentielle à plusieurs détenus, dont le journaliste Hirsen El Kadi. Un geste salué, mais les défenseurs des droits de l'homme restent prudents.
Il ne suffit pas de libérer des détenus, mais il faut attendre de voir si le pouvoir politique a une réelle volonté d'aller vers une vraie ouverture et de consacrer les libertés comme celle d'opinion, d'expression et la liberté de la presse. Si c'est le cas, on ne peut que saluer cette démarche. Le président Abdelmajid Tebboune, lors de son investiture pour son deuxième mandat, avait promis d'organiser un dialogue national. Ces libérations de détenus pourraient offrir un climat favorable à un débat national. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué cette semaine que des dizaines de milliers de personnes ont été vaccinées contre la variole du singe en République démocratique du Congo et au Rwanda. Ces pays constituent l'épicentre de l'épidémie selon l'institution. À ce jour, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées contre la variole du singe en République démocratique du Congo et au Rwanda, grâce aux dons des États-Unis et de la Commission européenne. Le Mpox est signalé dans 19 pays d'Afrique et jeudi dernier, l'Agence sanitaire de l'Union africaine avait sonné la mobilisation pour éviter une pandémie plus grave que la Covid-19. Il s'agit d'une étape importante vers la maîtrise des flambées de variole dans le cadre du plan de réponse stratégique commun de l'OMS et des CDC d'Afrique. Il est important de souligner que la vaccination n'est qu'un élément de ce plan, au même titre que la recherche des cas, la recherche des contacts, la prévention et la lutte contre l'infection, les soins cliniques, la communication sur les risques et les tests. Le Mpox a fait 1000 morts sur 48 000 cas en Afrique depuis janvier, selon l'OMS qui a promis vendredi près de 900 000 doses de vaccins à 9 pays. Quelques bougies et de la libation rituelle en l'honneur des esprits suprêmes. Voilà à quoi se résume cette année la célébration des morts en Haïti, là où la fête fut jadis grandiose. Ce pays des Caraïbes fait face à des violences quotidiennes qui portent désormais un coup à la pratique du culte vaudou. Des bandes armées ont investi vendredi le cimetière de Port-au-Prince en présence des rares pèlerins réunis autour de la tombe du baron Samedi, le dieu vaudou. C'est à cause de l'insécurité que la journée est très différente des années précédentes. Les gens, les pèlerins de Guédé et les marchands qui avaient l'habitude de venir ne sont pas venus. Il n'y a rien. Le vaudou, une religion officielle et largement pratiquée en Haïti, donne habituellement lieu à des festivités plus importantes dans ce pays à cette période. Mais cette année, le contexte est bien différent. La violence des gangs, qui fait des milliers de morts, a réduit l'affluence.